Le château de Malmaison est situé à Rueil-Malmaison, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Paris, et sera acquis en 1799 par nul autre que Joséphine de Beauharnais, alors épouse du général Bonaparte. Le château devient rapidement l'un des lieux les plus importants de la période consulaire et du Premier Empire. Marie-Joseph-Rose Tacher de la Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, née en 1763 en Martinique et arrive en France à l'âge de 16 ans. Veuve du général de Beauharnais, elle épousera Napoléon Bonaparte en 1796 et c'est lui-même qui féminisera le deuxième prénom de Joseph en Joséphine. Elle devient impératrice des Français en 1804. Joséphine achète cette propriété de 726 hectares pour la somme de 325 000 francs. À l'époque, Malmaison n'est pas une résidence de prestige. Il s'agit d'un ancien château du XVIIe siècle, assez délabré, entouré d'un vaste domaine de plus de 260 hectares à l'abandon. On entre tout d'abord par ce qui est appelé la tente, qui est ajoutée en 1801. Elle est réservée aux domestiques qui se tenaient en avant des salons et ressemble à une tente militaire dont le décor intérieur imite le coutil rayé. Puis on débouche dans le vestibule, qui est le premier travail de restauration des architectes. Plutôt que de remplacer 2 poutres cassées à l'étage, elles sont soutenues par 4 poteaux de faux bois transformés en colonnes de stuc et donnant à l'ensemble l'aspect d'un atrium de villa romaine. Pour ouvrir le vestibule sur les pièces voisines lors des réceptions, un mécanisme permet de faire coulisser les miroirs dans le mur, transformant ainsi en salon de réception la salle de billard et la salle à manger, dont les sols en carrelage noir et blanc uniformisent l'ensemble. Du temps de Joséphine, des volières abritaient des oiseaux des Amériques, d'Afrique et d'Asie. On débouche dans la salle de billard. Dans ses mémoires, Mademoiselle Avrillon, première femme de chambre de l'impératrice, indique qu'en sortant de table, Sa Majesté passait dans la salle de billard où elle faisait 1 ou 2 parties, ce dont elle s'acquittait très bien. Puis une petite pièce s'offre à nous, c'est l'antichambre, avant de déboucher dans le salon doré, qui est l'un des principaux salons de réception du rez-de-chaussée. La pièce est caractérisée par ses boiseries claires rehaussées de dorure, son mobilier en bois doré et ses soieries jaunes. Le mobilier actuel provient du château de Saint-Cloud, qui est l'un des principaux salons de réception du rez-de-chaussée. Il a été commandé au frère Jacob en 1802 pour Joséphine. On y voit également une belle cheminée en marbre blanc, offerte par le pape Pie VII en 1802, qui orne la pièce. Elle a malheureusement perdu ses incrustations de pierre dure et de mosaïques. À la suite des sévères combats franco-prussiens qui ont eu lieu autour de Malmaison en 1871. On y trouve également des tableaux, dont 2 peintures inspirées du mythe d'Ossian par le peintre Gérard, qui se trouve à gauche, et celui de droite a été exécuté par Giraudet. Sous le Consulat, en 1800, la pièce s'appelait Salon de compagnie et fut aménagée par Percier et Fontaine. En 1810, après son divorce, Joséphine fait transformer profondément la pièce par l'architecte Louis-Martin Berthaud. Elle l'a fait passer en style plus blanc et or, d'où le nom Salon doré. Le mobilier a connu plusieurs déménagements. Une partie a été envoyée à Munich par le prince Eugène et Napoléon III a fait remettre le mobilier actuel en 1866 pour redonner au château son éclat. La pièce servait aux réceptions, aux conversations et à la vie sociale.
C'était un lieu de représentation, mais aussi de détente pour Joséphine et ses invités. Après le salon doré, nous arrivons dans le salon de musique, avec une atmosphère plus intime que les autres salons. Elle contient notamment la harpe de Joséphine, ainsi que le piano de sa fille Hortense de Beauharnais, qui sera la future reine de Hollande. Les murs sont ornés de tableaux de la collection personnelle de Joséphine. Le salon met en valeur le goût de Joséphine pour ce que l'on appelle aujourd'hui la peinture troubadour. Les artistes de ce courant pictural, né dans les années 1800, puisent leur sujet dans l'histoire et la littérature du Moyen-Âge, de la Renaissance ou du XVIIe siècle. L'impératrice fut l'une des premières à acheter des œuvres troubadours et à encourager les jeunes talents qui ne sont pas encore connus. Restaurée en 1997, cette pièce a retrouvé une grande partie de son mobilier d'origine. Même si elle n'était pas excellente, elle adorait la musique et organisait régulièrement des soirées musicales intimes à Malmaison. À l'encontre de sa mère, la reine Hortense possédait de réels talents pour la musique et la composition et y jouait souvent du piano. Ces soirées étaient plus décontractées que les grands bals officiels. On y interprétait des romances, des airs d'opéra et de la musique de chambre, où elle pouvait exprimer sa sensibilité artistique, loin du protocole rigide des Tuileries. En revenant sur nos pas et en retraversant le vestibule, on débouche directement dans la salle à manger. Pièce principale de réception d'environ 80 mètres carrés. Les danseuses vêtues à l'antique, peintes à l'huile sur un panneau de stuc, rappellent certaines peintures pompéiennes. Leurs mouvements, leurs vêtements flottants, l'absence de paysage donnent un aspect aérien à ces figures féminines qui tiennent des objets liés à la musique ou au banquet. Au centre du mur en hémicycle, dans la vasque que surmonte aujourd'hui un miroir, se dressait une statue de la déesse Hébé et chanson des dieux. L'ensemble formait une fontaine démantelée depuis, mais connue par un dessin. Les murs de la salle à manger sont recouverts de stuc pour ne pas retenir les odeurs et ne disposent d'aucune cheminée car elle était chauffée par le sol. En effet, dans les cuisines du château, situées juste en dessous, étaient installés des poêles qui transmettaient leur chaleur à la pièce du dessus. Ce dispositif ingénieux permettait un gain de place et de confort. Joséphine attachait une grande importance à la qualité des repas. Elle s'occupait elle-même des menus afin de satisfaire tout le monde. Elle faisait servir les produits de son domaine, fruits et légumes du potager, et aussi des fruits exotiques, ananas ou bananes cultivés dans des serres chauffées. La vaisselle était en porcelaine de Sèvres, souvent décorée de motifs rappelant les victoires militaires de Napoléon. Les meubles aujourd'hui présentés dans la salle à manger sont des meubles équivalents déposés par le Mobilier National ou le château de Fontainebleau. Ils permettent de recréer l'atmosphère du château vers 1800. La table à plateau ovale avec rallonge et abattant peut accueillir 12 convives. L'étiquette de cour impose le nombre de chaises dans une salle à manger en fonction de l'importance de la résidence. 12 à Malmaison, qui est une résidence privée, 24 à Fontainebleau, 40 à Saint-Cloud, qui sont des résidences officielles. Sous le consulat, les fréquentes réunions des ministres à Malmaison nécessitèrent la réalisation d'une salle de conseil qui fut rapidement aménagée en 10 jours seulement par l'architecte Fontaine. Je cite Percier et Fontaine dans le recueil de décoration intérieure. Il fallait que la disposition et la décoration en fussent achevées en 10 jours de travail, parce qu'on ne voulait pas interrompre les fréquents voyages que Bonaparte avait coutume d'y faire. Il parut alors convenable d'adopter la forme d'une tente soutenue par des pics, des faisceaux et des enseignes entre lesquelles sont suspendus des groupes d'armes qui rappellent celles des peuples guerriers les plus célèbres du globe. On y voit notamment à droite un immense tableau de Joséphine. 169 conseils des ministres s'y sont tenus.
sucre. Il y avait des personnes. Et à côté se trouve la bibliothèque de Napoléon. Cette pièce, plus intime, contient de nombreux ouvrages historiques et militaires. Il y travaillait régulièrement lors de ses séjours à Malmaison, notamment entre 1800 et 1804, période pendant laquelle il y prépara plusieurs réformes importantes. La pièce est ornée de colonnes et de miroirs astucieusement placés qui dissimulent les conduits de cheminée des cuisines situées au sous-sol. Le plafond a été peint en 10 jours seulement dans le style pompéien. Motifs de fleurs, d'oiseaux et médaillons représentant des grands auteurs anciens et modernes que Napoléon admirait, comme Homère, Platon, Voltaire, etc. Par la suite, Bonaparte fait installer sa chambre dans l'aile sud, au-dessus de la bibliothèque et de la salle du conseil, afin d'y accéder plus commodément pour travailler. On y voit d'ailleurs un escalier dérobé qui permettait à Napoléon de rejoindre directement ses appartements privés à l'étage, sans passer par les pièces de réception. Mais tous ces travaux ayant fortement ébranlé les murs de la façade du château, les architectes sont contraints de les maintenir par de lourds contreforts qui sont ensuite surmontés de statues provenant des jardins de Malery pour en atténuer la sévérité. Comme la salle du conseil, la bibliothèque fut réalisée en urgence en 1800. Elle faisait partie des dernières pièces du rez-de-chaussée à être terminées par Percier et Fontaine. Après 1809, la bibliothèque reste telle quelle. Joséphine y accédait et y conservait une partie de ses propres livres, notamment sur la botanique et l'histoire naturelle. Elle possédait une importante collection d'ouvrages scientifiques notamment. Une grande partie du mobilier actuel provient des Tuileries ou a été reconstitué. Après la mort de Joséphine en 1814, une partie des livres a été dispersée. Et en montant l'escalier principal, vous pouvez apercevoir juste ici par cette fenêtre l'escalier dérobé qu'utilisait Napoléon. Le salon de l'empereur est relativement sobre. Mobilier en acajou ou bois doré, portraits de famille, dont celui de Joséphine, certains des enfants, etc. Il servait de pièce de transition et de salon privé, moins formel que les grands salons du rez-de-chaussée. Au début de leur mariage, Napoléon et Joséphine faisaient chambre commune. À partir de 1803, Napoléon souhaite plus d'indépendance et se fait aménager ses appartements privés. On y remarque cependant les nombreux tableaux représentant sa femme, dont celui de Plain-Pied qui a été peint en 1806.
L'origine du nom de Malmaison serait liée à l'existence d'un repère d'envahisseurs normands. En effet, cette Maladomus, traduite comme mauvaise maison, est nommée ainsi selon les textes à cause des bandes vikings qui dévastaient les environs. Napoléon, de retour d'Égypte, approuve l'acquisition et fait appel aux architectes Percier et Fontaine pour restaurer et redécorer le château dans le goût du moment, mêlant ainsi le style directoire et le style empire. On arrive ensuite à la chambre de l'empereur. On y voit un lit de camp militaire rappelant les campagnes de l'empereur. La pièce est conçue pour évoquer l'intérieur d'une tente militaire. Au sol, une peau de tigre évoque les quartiers militaires de Napoléon en campagne. On y voit un lit de style empire avec des rideaux et un baldaquin discret. Le mobilier inclut des fauteuils et sièges recouverts de cachemire jaune brodé. La décoration est masculine, militaire et fonctionnelle, loin du luxe ostentatoire des Tuileries. Napoléon passait peu de temps à Malmaison, il préférait Saint-Cloud ou les Tuileries après 1802. Cette chambre servait surtout lors de ses séjours courts entre deux campagnes. Le style tente militaire est très symbolique. Napoléon voulait toujours se sentir comme un soldat, même dans une résidence de campagne. Après la mort de Joséphine en 1814, la chambre reste associée à Napoléon. Et c'est au Second Empire, sous Napoléon III, lors de la restauration du château en 1860, qu'il a fait reconstituer cette pièce avec du mobilier provenant de différentes demeures impériales. Puis, les 4 pièces qui suivent ont été aménagées en salle de musée et ne respectent donc pas les dimensions et la disposition qui étaient les leurs à l'époque. L'espace était alors occupé par de petits appartements, notamment ceux des enfants de Joséphine, d'Eugène et d'Hortense. Nous arrivons donc dans la salle Marengo, également appelée salle des armes, salle des souvenirs militaires. Cette salle est dédiée aux souvenirs militaires de Napoléon Bonaparte, particulièrement à la période du Consulat. La pièce expose une collection d'armes et d'objets personnels ayant appartenu à l'empereur. Sabres, glaives d'apparat, pistolets, etc. On y trouve notamment des portraits et des tableaux liés à ses victoires. Et également exposée la table d'Austerlitz, chef-d'œuvre de la manufacture de Sèvres commandée en 1806 par l'empereur pour commémorer la victoire d'Austerlitz remportée l'année précédente. Le plateau représente en son centre Napoléon en costume de sacre et autour de cette figure, les portraits des maréchaux qui l'avaient accompagné dans cette campagne. Le nom Marengo fait référence à la bataille qui a eu lieu le 14 juin 1800. C'est l'une des victoires décisives de Napoléon en Italie. Cette bataille consolida son pouvoir politique au retour d'Égypte. La salle présente des souvenirs du général Bonaparte et du premier consul, plus que de l'empereur. Elle illustre la période héroïque et militaire des débuts du régime. Puis vient la salle de la frise. Cette pièce tire son nom de sa décoration murale. La salle présente une belle frise néoclassique qui court le long des murs avec des motifs antiques, inspirés de l'antiquité grecque et romaine. Elle contient du mobilier empire typique dont le célèbre fauteuil en forme de cygne dessiné par Charles Percier. Le cygne est un symbole fort lié à Joséphine. Elle acclimata les premiers cygnes noirs en Europe à Malmaison. Ce motif revient très souvent dans la décoration du château.
La salle illustre le goût très prononcé pour l'Antiquité à Malmaison, avec des colonnes, des frises et des références pompéiennes ou grecques. À cet emplacement se trouvait à l'époque la chambre de Mademoiselle Avrillon, femme de chambre de Joséphine, et la salle de bain de cette dernière. La frise à sujet mythologique provient du salon de l'hôtel acheté par Bonaparte, rue de la Victoire à Paris, où il y vécut avec Joséphine jusqu'en 1799. Lorsque la maison fut démolie au Second Empire, la frise fut démontée et donnée en 1961 au musée de Malmaison. C'est donc ici une reproduction de la frise. Les pièces du mobilier proviennent pour la plupart du palais des Tuileries. Puis, on découvre la magnifique chambre de Joséphine. Le lit à baldaquin, les tentures murales et le mobilier en font l'une des pièces les plus emblématiques. C'est d'ailleurs dans cette chambre qu'elle s'est éteinte le 29 mai 1814, à l'âge de 50 ans. Réaménagée en 1812 par l'architecte Louis-Martin Berthaud, la chambre a été transformée en une pièce de forme presque ovale ou circulaire, évoquant une tente somptueuse. Le lit monumental est sculpté et doré avec des pieds en forme de cygne, le symbole favori, comme je disais tout à l'heure, de Joséphine. Il est surmonté d'un baldaquin imposant en soie rouge et or. La pièce est luxueuse, théâtrale et surtout très féminine. Cette chambre n'était pas sa chambre à coucher quotidienne, car Joséphine l'utilisait surtout comme chambre d'apparat pour les réceptions et les moments officiels. Elle dormait dans une chambre plus modeste, à côté, la chambre à coucher ordinaire. Après leur divorce de 1809, Joséphine fit transformer cette pièce pendant un voyage en Italie. À son retour, elle découvrit cette nouvelle décoration spectaculaire. Le lit original fut dispersé après sa mort, une partie alla à Munich, mais il fut restitué au musée au début du XXe siècle. Puis, juste à côté de la chambre à coucher, se trouve la chambre ordinaire. L'impératrice aimait particulièrement cette pièce, qui est plus ensoleillée et plus claire que la chambre d'apparat. Elle venait y lire ou rédiger sa correspondance. Dans les placards, l'impératrice rangeait ses bijoux et ses parures. Même si elle n'était pas considérée comme une beauté classique, son élégance et sa sophistication lui permettaient souvent de surpasser les autres femmes à la cour. Elle y recevait parfois ses couturières, modistes et parfumeurs. Malmaison était un véritable temple de la mode. On y exposait des objets personnels, flocons à sel, nécessaires de couture en ivoire, etc. De forme octogonale, le boudoir est une petite pièce chaleureuse et raffinée. Les murs sont tendus de tissu doux, souvent avec un plafond surbaissé pour mieux retenir la chaleur, car Joséphine craignait les courants d'air. On y trouve un secrétaire, un serre-papier, un canapé, des fauteuils et des objets personnels. La décoration est très féminine, avec des motifs floraux et des couleurs claires. Joséphine s'y retirait pour lire, écrire des lettres ou simplement se reposer.
C'était son refuge personnel après le divorce de 1809. Elle y prenait parfois ses repas en petit comité, loin du protocole. J'adore, ça sent trop bon. Oh, j'adore. Nous voici maintenant à l'extérieur. Joséphine s'intéresse particulièrement à la botanique. Elle fait aménager un vaste jardin à l'anglaise et créer l'un des plus importants jardins botaniques privés d'Europe. Elle fait venir plus de 250 variétés de roses, ainsi que de nombreuses espèces exotiques d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Des serres chaudes sont construites pour acclimater ces plantes. En 1803, elle reçoit même la première girafe arrivée en France. Le jardin de Malmaison devient un centre d'études pour les botanistes et les horticulteurs de l'époque. Après son divorce, elle continuera d'y vivre et d'entretenir sa collection jusqu'à sa mort en 1814. Elle va également créer une ménagerie avec des animaux rares, comme des kangourous, des zèbres, des autruches, des cygnes noirs d'Australie et même un orang-outan. Cependant, l'entretien de ces animaux s'avère très coûteux et complexe. Vers 1805, Joséphine doit faire un choix. On lui demande de privilégier soit la ménagerie, soit la collection botanique. Elle choisira de conserver les plantes et les roses, et une grande partie des animaux se verra transférée vers le jardin des plantes à Paris. Le jardin botanique reste quant à lui sa priorité jusqu'à la fin de sa vie. Le château sera le lieu de résidence principal de Joséphine et après son divorce, elle y mène une vie désœuvrée sans Bonaparte qui lui rend visite régulièrement. Elle y recevra le tsar Alexandre Ier de Russie le 28 mai 1814, la veille de sa mort où elle s'éteint dans sa chambre. Un demi-siècle plus tard, sous le Second Empire, c'est Napoléon III qui, en souvenir de sa grand-mère, va racheter le château. Mais il y trouva un château vidé et s'attacha à reconstituer l'ameublement et restaurer les intérieurs. Aujourd'hui propriété de l'État français, le château permet de mieux comprendre la vie privée du couple impérial et l'extraordinaire passion de Joséphine pour l'art, la botanique et la décoration. Ah ouais. C'est petite chose, ouais, mais c'est mignon.